Arrêté interministériel portant plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée en République du Bénin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de vente en détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collecté incluse. Les prix de vente des distributeurs grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA. La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux. Article 3. Le prix fixé à l'article 1er ci-dessus est valable pour une période de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 4. L'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée sont interdites. Article 5. Durant la période prescrite à l'article 3 du présent arrêté, les services compétents du ministère en charge du commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des prix. Article 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux tests en vigueur. Article 7. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 19 mai 2022. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, le ministre de l'Économie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire. Ça y est, après sa création par révision constitutionnelle, la Cour des comptes vient d'être dotée d'une nouvelle loi par les députés, de même qu'une loi qui définit le statut des magistrats de cette haute juridiction. Lancement officiel du Hajj 2022 par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération. Entouré de ses collègues de la santé, de l'intérieur et de l'eau, ils seront 2083 pèlerins, moins qu'avant, mais avec une facture du voyage plus salée que d'ordinaire. Le Syntrab devant la HAC, le syndicat national de l'audiovisuel public, a soumis au régulateur 2 doléances, prolongation du délai réservé au dossier de carte de presse et mode de désignation des professionnels des médias à la HAC. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les députés de la 8e législature ont adopté une nouvelle loi organique sur la Cour des comptes et celle portant statut des magistrats de cette haute juridiction. C'était au cours de la plénière tenue en début de semaine au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Nathalie Doris-Oolabi pour les détails. La première loi présentée et examinée au cours de cette plénière est la loi numéro 2022-05 portant loi organique de la Cour des comptes. Le projet de loi organique en étude comporte 76 articles répartis en 4 titres relatifs aux dispositions liminaires, titre 1er, à la compétence, aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, titre 2, au Conseil supérieur des comptes, titre 3, et aux dispositions transitoires finales, titre 4. Au terme des débats, la loi a été adoptée à l'unanimité des députés et permettra de doter la Cour des comptes d'une loi organique comportant des dispositions essentielles et conformes à la Constitution. La seconde loi, celle numéro 2022-06 portant statut des magistrats de la Cour des comptes, a été également présentée et examinée. L'adoption du projet de statut en étude permettra de doter la Cour des comptes d'un texte pour la gestion spécifique de la carrière des magistrats qui y siègent.
En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère à la plénière d'adopter le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes tel qu'amendé. Et c'est également à l'unanimité que les élus du peuple ont adopté cette loi de 37 articles répartis en 5 titres portant statut des magistrats de la Cour des comptes en République du Bénin. Cérémonie de lancement officiel du Hajj 2022, lancement présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, entouré de ses collègues de la santé, de l'intérieur et de l'eau. En sa qualité de président du comité d'orientation et de supervision, le ministre Aurélien Agbenonsi a présenté toutes les diligences effectuées par le gouvernement pour s'assurer d'un bon pèlerinage aux fidèles musulmans. Nous vous proposons de suivre ici quelques extraits de sa déclaration de lancement. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce que nous pouvons considérer comme le lancement officiel médiatique du Hajj, puisque depuis Ankara, j'ai signé avant-hier le communiqué qui lance le 1er juin, hier, conformément aux instructions du chef de l'État, le Hajj. Je voudrais vous dire que une mission, comme promis la dernière fois, s'est rendue en Arabie Saoudite. Vous avez suivi le point de déroulement de cette mission qui a séjourné du 20 au 29 et a pris tous les contacts nécessaires pour que les pèlerins qui quitteront notre pays, qui partiront de notre pays, puissent accomplir cet exercice important, ce pilier important de la religion dans les meilleures conditions possibles. L'exigence qui nous a été posée par le Royaume, c'est la signature des divers contrats de service pour que les choses soient claires. L'hébergement, la restauration, le transport, le visa, les assurances et aussi le remboursement des dettes que nos ressortissants qui étaient des opérateurs dans ce domaine ont encore à leur passif vis-à-vis de la Mansassa. L'Arabie Saoudite a demandé qu'au plus tard, le 31 mai, ces dettes soient remboursées. Et le président de la République a donné les instructions pour que, pour l'image de notre pays, les règlements se fassent, quitte à ce que nous continuions les recouvrements qui doivent se faire ici. Je peux donc affirmer solennellement au nom du gouvernement, aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun obstacle qui se dresse devant la participation de nos compatriotes au Hajj. Aucun obstacle. Toutes les conditions qui nous ont été posées par le Royaume d'Arabie Saoudite ont été remplies sur instruction du président de la République. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter ces 27 sociétés qui sont agréées par l'État à faire tout ce qui est de leur possible, à rester dans l'esprit que le président a instauré depuis plusieurs années maintenant, pour que nous ayons la possibilité d'utiliser notre quota de 2083 qui a été accordé. 2083, c'est donc le nombre total de pèlerins béninois attendus à la Mecque cette année, moins que les années précédentes. Covid est passé par là et le ticket de voyage va leur coûter plus cher aux pèlerins, même si le gouvernement a offert des exonérations pour atténuer la facture. Aux effets Covid-19 s'ajoute la flambée des prix des transports internationaux créés par la crise russo-ukrainienne. Plus de précisions avec Renaud Akapo, Simon Vignon. Le Bénin s'est vu accorder cette année un quota de 2083 pèlerins pour le voyage sur les lieux saints. Un chiffre en baisse. Comparé à celui de 2019, la principale cause, la Covid-19, cette pandémie ajoutée à la crise russo-ukrainienne a eu des répercussions sur les coûts. Le prix du Hajj par pèlerin et les dépenses y afférentes s'élèvent cette année à la somme de 3 400 000 francs CFA. Quelques éléments du prix du Hajj. Par le logement à la Mecque et à Médine, cette année-ci est pour environ 476 850. Nous pouvons constater que le prix du Kandé auquel nous souscrivons depuis des années, cette année-ci se monte à 933 240 contre 140 000 en 2019, qui fait vraiment une progression énorme et qui peut se comprendre d'ailleurs.
Là-bas, ils ont des tentes qui pouvaient contenir 40 personnes. Cette année-ci, compte tenu de la commune 2019, les règles sanitaires imposent qu'il n'y a pas plus de 10 personnes par tente. Et quand vous voyez les éléments de coût, ce sont les mêmes frais qui sont engagés pour 40 personnes qui seront supportés ici maintenant par 10 personnes. Le second élément, c'est le billet d'avion qui est autour de 1,3 million. Et ça peut se comprendre, tout le monde le sait aujourd'hui, la flambée du prix du pétrole, dû essentiellement à la guerre en Ukraine, fait que nous sommes passés de 1,10 million en 2019 à 1,3 million cette année-ci. Très sensible à cette situation conjoncturelle, le gouvernement a pris certaines mesures pour atténuer les effets de la hausse des coûts sur les pèlerins. Le président a exonéré de TVA toutes les dépenses qui sont exécutables au Bénin. De l'analyse chiffrée qui a été faite, on aurait pu dire que le prix devait passer à plus des 3,4 millions qui ont été annoncés. Mais des ajustements ont pu se faire et nous sommes arrivés pour cette année au prix de 3,4 millions francs. Comme vous avez constaté, partout ils pouvaient comprimer, partout ils pouvaient laisser passer, le président l'a fait. Des dispositions utiles ont été prises pour que le pèlerin puisse accomplir ce pilier important qu'est le Hajj. En visioconférence depuis l'ambassade du Bénin en Arabie Saoudite, l'ambassadeur Adam Bagoudou est revenu sur les diligences effectuées pour répondre aux exigences saoudiennes gardiennes des lieux saints. Cette rencontre d'échange s'est refermée sur des discussions menées avec les responsables des 27 sociétés agréées pour le voyage en Terre Sainte. Prochaine étape, l'enregistrement des candidats sur la plateforme dédiée. Merci Renaud Capot pour toutes ces précisions. L'ambassadeur du Koweït est en fin de mission au Bénin. Avant son départ de Cotonou, Dr Faisal Suleiman a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Au sortir de l'audience, il apprécie son séjour au Bénin et dit l'intérêt du Bénin aux yeux de l'émirat du Koweït. On l'écoute au micro de Renaud Capot et de Simon Bion. Yes. Yes, I was in Turkey and I arrived yesterday night. Please have a seat. في الحقيقة يعني إقامتي هنا في الحقيقة كانت سعيدة للغاية. En réalité, mon séjour ici était vraiment un séjour paisible et heureux. Depuis mon arrivée en 2015, les leaders politiques béninois, les leaders politiques béninois et le peuple aussi m'ont montré quand même une certaine hospitalité que j'ai beaucoup appréciée. De même que les agents du ministère des Affaires étrangères, le peuple béninois dans son entièreté m'a été vraiment très bienveillant. Et je quitte le Bénin après 7 ans de séjour ici et je pars avec des souvenirs vraiment intéressants et fier d'avoir aidé à promouvoir les relations entre le Bénin et l'État du Koweït et qui continue sur une très bonne lancée dans tous les domaines. Il y a aussi des échanges de visites entre les deux pays. Nous formulons le vœu de voir ces échanges de visites se concrétiser et d'être plus nombreux. J'ai remarqué que effectivement les transformations sont rapides et très bonnes, de bonne qualité. Et en ce qui concerne les résultats de ces transformations, on se rend compte que c'est le fruit d'une volonté politique forte et d'une détermination assez grande. Et c'est ce que nous souhaitons, le moins de mal que nous souhaitons au peuple béninois, davantage de progrès, de transformation. Et sans doute, la République du Bénin est un partenaire fiable, mais on voudrait davantage. On voudrait davantage, surtout dans la coopération entre nos deux pays, spécialement, quoi. Et puis, parlant de bilan, à l'instar de ses autres collègues du gouvernement, José Didier Tonato a été reçu par 2 confrères pour son exercice de reddition de comptes pour le bilan en 1 du second mandat Talon. Le ministre du cadre de vie a exposé les avancées engrangées dans son secteur. Lénaï Kagwazaou nous propose ici une synthèse de cet entretien télévisé.
Un an au compteur du second mandat de Patrice Talon. L'exécutif reste attaché à l'assainissement et à l'embellissement du cadre de vie. Je pourrais dire que le programme des logements se poursuit, le logement économique. C'est le programme emblématique du cadre de vie parce que tout le monde sait que habiter chez soi pour les Béninois est quelque chose de fondamental. Et c'est la première fois depuis 60 ans qu'on emblave de façon globale l'habitat dans son sens d'apport du foncier, du financement, des infrastructures et de l'unité de logement réalisée selon les normes internationales. Le programme asphaltage se poursuit. En réalité, au-delà de l'infrastructure, c'est le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, de la circulation dans nos villes et donc de dynamisation de l'économie. Est venu en renfort au projet asphaltage dans la capitale économique, le programme d'assainissement pluvial. Un programme qui fait 264 milliards de nos francs avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin pour délivrer en 5 ans un programme qui était prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Donc en 2025, si tout va bien, en 2026, si nous glissons un peu, Cotonou sera définitivement hors d'eau. Les 9 marchés urbains de Cotonou sont presque achevés. Sur le lot 2, qui concerne 6 marchés, et je serai très précis, c'est les 2 marchés de Porto Novo, Wando et Awambo, le marché Hundro d'Abomey, ouais. Le marché de Kokokodi, le marché Guéman de Parakou et le marché de Djougou. Ouais. Il y a les marchés régionaux à Natitengu qui est pas fini, Glazoué, oui. Azové, Webo, et puis Pao. Aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étude pour lancer la phase 2, où 16 marchés sont programmés, et parmi les 16 marchés, il y a une bonne moitié qui sont une décision, une conclusion de la tournée de reddition de comptes que le chef de l'État a eu à faire. La salubrité et la gestion des déchets sont effectives dans les communes du Grand Okoué et la lutte contre les sachets plastiques est renforcée. Et ce qui frappe les étrangers quand ils rentrent dans Cotonou, c'est que nos rues sont propres. Les directions techniques du ministère du cadre de vie s'activent sur plusieurs autres chantiers comme ceux des cités ministérielles et administratives. Et plusieurs réformes sont impulsées dans le secteur pour des villes attrayantes, avec des aménagements paysagers conséquents. 1100 questions et préoccupations des citoyens. Voilà la moisson des doléances recueillies par le gouvernement à l'issue de sa tournée nationale de sensibilisation sur la cherté de la vie. Mais quel sort sera réservé à toutes ces mesures? Suivant à cet effet la réponse, plutôt à ces doléances, suivant ici la réponse du porte-parole du gouvernement sur des extraits proposés par Jérôme Rumbois. Chaque membre du gouvernement, au cours de la tournée, l'a exprimé et expliqué à nos concitoyens qu'il s'agissait d'une démarche respectueuse vis-à-vis d'eux et d'une démarche scientifique, par ailleurs. Aller expliquer la situation, recueillir les doléances. Et puis vous voyez bien que ça a été un travail bien organisé en amont. En même temps que les séances se déroulaient, il y avait des équipes chargées de recenser les préoccupations des populations. Et à l'arrivée, on recense pas moins de 1100 préoccupations diverses dans l'ensemble de nos 77 communes. Cela est un indicateur du sérieux de la démarche du gouvernement qui montre très bien, si besoin en était encore, qu'il ne s'agissait pas pour les membres du gouvernement d'aller se défouler à l'intérieur du pays. Aussitôt la mission terminée, je peux vous dire que dès le mercredi dernier, il y avait déjà eu un premier point. Mais dans le souci d'aller dans le détail, au plus près des préoccupations recueillies à la base, le chef de l'État a instruit et le ministre d'État, ministre de la coordination de l'action gouvernementale, a coordonné le travail qui a consisté à élaborer ce rapport qui renseigne sur les préoccupations que nos concitoyens ont émises à l'occasion de ces rencontres et en même temps sur les réponses que le gouvernement commence à apporter à ces préoccupations. Vous avez noté à travers le compte-rendu que certaines de ces préoccupations ont fait l'objet de délibérations immédiates. D'autres sont classées
suivant qu'elles sont structurelles ou spécifiques. D'autres structurelles qui sont liées, par exemple, au développement global, à comment est construit le développement dans cette commune ou dans les communes environnantes pour que cela impacte les populations qui y vivent. Donc l'ensemble de ces préoccupations, vous l'avez noté également, fera l'objet de réponses appropriées, on a même dit parfois géolocalisées, et le comité mis en place travaillera à cet effet afin que, au fur et à mesure, les réponses puissent être apportées. Cela montre bien que le gouvernement a du respect pour nos populations. Chaque année, cette descente au cœur du pays, au plus près de nos concitoyens, devrait se tenir pour partager avec eux les actions du gouvernement, les résultats auxquels ces actions conduisent sans aucun doute, mais aussi recueillir leurs préoccupations et échanger avec elles. Et je puis réitérer ici que c'est un bel exercice de démocratie participative et populaire. Des 1100 questions citoyennes, passons maintenant aux 100 questions de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Il s'agit d'une initiative là qui va couvrir tout le territoire national. Plusieurs universitaires travaillent déjà à la formulation de ces 100 questions qui seront regroupées dans un agenda destiné à renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Bruno Swali, Bruno Kotero. Je déclare officiellement lancée la phase de consultation nationale de cette initiative. L'initiative de formulation des 100 questions de recherche critique et actuelle sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin a pris corps au détour de ce lancement de la phase de consultation nationale. Nous avons effectué courant 2017 jusqu'à 2019 2 études qui l'ont démontré aux 2 niveaux de prise de décision de notre pays, au niveau central et au niveau décentralisé, que les résultats de recherche ne sont pas encore suffisamment utilisés dans le processus de prise de décision. Ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation est liée à une problématique un peu plus large qui concerne le financement de la recherche. L'initiative répond parfaitement aux aspirations du gouvernement du président Patrice Talon à garantir aux populations une sécurité alimentaire. L'initiative qui nous réunit ce jour rentre parfaitement dans la vision du gouvernement en ce qui concerne la politique nationale sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition. C'est pour cela que nous la soutenons et profitons de l'occasion pour encourager les initiatives comme celles qui permettront d'orienter les prises de décision à tous les niveaux des secteurs de développement dans notre pays. La cérémonie du lancement de cette phase de consultation nationale a connu un autre temps fort, celui des contributions, observations et retours d'expérience des personnes ressources et participants aux travaux. Je l'ai annoncé en titre, le Syntrab devant la HAC, pas comme dans un prétoire. Le syndicat national de l'audiovisuel public a soumis 2 doléances à l'institution régulatrice des médias au Bénin. Prolongation du délai réservé aux dossiers de cartes de presse et le mode de désignation des professionnels des médias à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Lénaïk Agbazaou, Benjamin Dayan pour le point. Au cabinet du président de la HAC, le bureau directeur du syndicat national des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin. Les membres de ce bureau y sont pour exprimer au nom de leur père 2 doléances majeures. C'est inédit, à quelques années de l'élection à la HAC, qu'il y ait d'engouement autour de l'établissement des cartes professionnelles. C'est la première fois que ça arrive et donc nous lui avons demandé d'essayer de voir, de prolonger le délai. Et donc je pense quand même que ce serait fait. Je crois que je peux dire que le président a cédé quelque peu à notre demande et donc le délai pourrait être prolongé d'ici à là. Le second point de cette audience est relatif au combat de l'heure que mène le syndicat. Le Syntrap dénonce le processus de toilettage des tests de l'Assemblée spéciale des fêtières des professionnels des médias qui s'est tenu malgré sa demande de report. Le rapport de l'atelier qui ne fait pas l'unanimité et surtout le mode de désignation annoncé des représentants des professionnels des médias à la HAC. Ce que nous redoutons le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse imposer aux professionnels des médias des choix qui ne sont pas les leurs. Et nous refusons cet esclavagisme
On ne va pas faire de l'esclavage intellectuel. Nous nous refusons totalement et nous allons nous battre pour ça. Et je peux vous assurer que l'oiseau qui appelle la pluie n'y échappera point. Mais pour l'instant, nous avons choisi de négocier, de discuter, d'échanger. Nous avons choisi globalement la voie pacifique et c'est justement pour ça que nous sommes allés voir le président de l'ARAC pour lui exposer le problème et pour lui demander d'intervenir en tant que sage parce que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on veut arracher le droit de chaque professionnel de pouvoir désigner son représentant à l'ARAC. Cette audience a été un succès total. Nous avons eu satisfaction à 100%. Ce que nous demandons, c'est pour toute la corporation, c'est pour tous les professionnels des médias et nous sommes dans le droit chemin, nous sommes avec la vérité, nous sommes avec la logique et il n'y a pas de quoi qu'un sage ne puisse pas être d'accord avec nous. Le Centrap compte donc sur le président de l'autorité de régulation des médias au Bénin pour la satisfaction de sa revendication. Une affaire à suivre de très près. À la suite du Centrab, l'association des agences de communication du Bénin a été aussi reçue par le président de la HAC. Au menu des échanges, la codification et la réglementation de la publicité au Bénin. Suivons ici Alexis Nyanguenon, vice-président de l'association à la sortie de l'audience. Il est au micro de Lénaïk Agbazaou et de Benjamin Dianayon. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'autorité, c'est-à-dire le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce que nous avions sollicité une audience afin de lui présenter l'association, ses objectifs et, disons, dans quelle mesure l'association pourrait travailler avec les autorités afin de mettre en place un code de la publicité ou une réglementation de la publicité dans notre pays en général. Et on a été très surpris de la clairvoyance du président qui a une très bonne vision du secteur, une très bonne vision de sa réglementation et par le passé même, il a eu à travailler déjà sur la procédure de codification en cours. Là, le président a mis une idée très satisfaisante pour nous, et c'est la mise en place d'un cadre de concertation entre l'Association des agents de communication du Bénin et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication afin de mettre en place tous les éléments nécessaires pour impulser une dynamique au processus de codification et de réglementation de la publicité dans notre pays. Le mois de mars se termine en beauté pour le secteur touristique avec un événement tant attendu. Il s'agit d'un programme inédit de renforcement de capacité des guides du tourisme. Le programme vise à pallier les insuffisances de ressources humaines de qualité dans le secteur. Les 54 guides sélectionnés et les partenaires du programme étaient conviés au lancement du programme par le ministre de tutelle. Reporter Ola Rodrigue Babagweto Brice Chibozo. Boris se fera un chemin pour une place sur le podium. Comme tous ses 53 autres collègues, il ne faut pas manquer d'immortaliser cet événement inédit au Bénin. Personnellement, j'étais très content. Très vite, nous on a compris que c'est le moment de nous professionnaliser. C'est avec joie que cette nouvelle a été accueillie dans cette corporation. S'il faut fidéliser les touristes, les faire venir, ça dépend de la qualité du guide. Un peu plus tôt, l'instant est plein de solennité. Les guides de tourisme suivent avec attention la présentation du contenu de ce programme appuyé par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Pendant cette semaine de formation, les 54 guides sélectionnés auront à affûter leurs armes sur des thématiques bien concoctées. Nous avons 24 modules qui ont été préparés, dans lesquels nous retrouverons entre autres l'histoire, le patrimoine et la culture, les techniques de guidage, la déontologie, et l'importance du numérique. L'Organisation mondiale du tourisme a été choisie parce que c'est des experts internationaux pour apporter cet accompagnement en termes de développement des ressources humaines et nous espérons que nous ne serons pas déçus et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. L'assurance est partagée par le gouvernement béninois. Il compte jouer sa partition pour attirer le tourisme régional et transfrontalier. Le gouvernement du Bénin a fait de la formation technique et de l'enseignement technique le principal levier pour la transformation de l'économie nationale. Ce que nous faisons aujourd'hui participe de cela.
L'objectif que vise le gouvernement à travers le déploiement de ce programme de formation intensive est de disposer in fine de ressources humaines qualifiées en vue de soigner l'image de la destination Bénin et d'accroître évidemment sa fréquentation. Les bénéficiaires de ce programme mesurent la grandeur de la tâche qui leur incombe désormais. Retour sur les échos de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de reboisement 2022-2023. Le thème retenu pour cette année, valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable. La ville historique d'Abomey a abrité les manifestations officielles de la célébration de la 38e édition. Mirabel Akwaki, Judikael Ayenan. La Journée nationale de l'arbre est institutionnalisée en 1985 pour soutenir la reconstitution du couvert forestier et aussi pour favoriser la satisfaction des populations en besoin de produits forestiers, en pâturage pour les animaux et pour l'amélioration du cadre de vie. Valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable, le thème de cette édition. Ce thème traduit la volonté du ministère du cadre de vie et du développement durable à porter davantage son choix vers les essences endogènes pour asseoir une économie verte. Le bilan de la campagne nationale de reboisement 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national est de 16 497 995 plants mis en terre, toutes essences confondues, sur une superficie de 13 402 hectares et 188 926 mètres linéaires contre 11 575 207 plants mis en terre en 2020, soit un accroissement de 43%. Des approches comme l'agriculture intelligente et les essences autochtones résilientes au changement climatique sont à prioriser pour inverser la tendance. Ces approches, selon Jeanne Adambioko-Akapo, cadrent avec la vision 2021-2030 du gouvernement intitulée « Décennie de restauration des écosystèmes forestiers » qui entend valoriser les essences autochtones pour une économie verte et durable. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.